Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. Et, tiens, tenez, on va démarrer avec un psychiatre. Un psychiatre entrepreneur qui nous parle de notre vie au travail. Allez, c'est parti. Donc on démarre avec Eric Albert. Bonjour Eric. Bonjour. Spécialiste du management, psychiatre par ailleurs, fondateur de YouSide. Tu sais, tiens, j'y pensais pas. Il y a plus de 10 ans qu'on se parle, Eric. Et ça va te faire sourire, mais l'idée psychiatre collée au travail et au management, en fait, me dérangeait. Et je ne disais pas, quand je te présentais, je ne disais pas que tu étais psychiatre. Dans mon esprit, ça pouvait un peu repousser ceux qui pouvaient nous écouter en disant « Non mais attendez, j'en suis pas là ». On n'est pas fou. Ouais, exactement. Pourquoi il nous met un psychiatre? On n'est pas fou. Exactement. Et ben voilà. Et tout à coup, on se rend compte que là, après l'année qu'on vient de traverser, oui, effectivement, est-ce que je peux le dire comme ça, l'analyse de nos comportements relève de la psychiatrie La psychiatrie, ça va nous aider beaucoup à analyser les comportements, mais c'est surtout que ce qu'on découvre là, dans ce qui a été vraiment formidable dans cette période, c'est que on a d'abord cru que les gens étaient des unités de travail autonomes. Ça, c'était le premier confinement. Ouais. Et donc, c'est très bien. Et puis, on se découvre que c'est des individus. et que un individu, ça a des émotions et ça a besoin de relations à l'autre, ça a besoin de se projeter, ça a des états d'âme, ça peut pas vivre seul. Et donc, c'est vrai que cette situation que nous vivons met en exergue de façon beaucoup plus marquée que l'on pense. Alors, on parlait du capital humain, etc. En réalité, personne ne prenait ça au sérieux. Maintenant, on voit bien, et d'ailleurs c'est le retour du management, on voit bien à quel point on a archi besoin de managers par rapport au contexte dans lequel on vit. Alors que depuis une dizaine d'années, c'était l'entreprise libérée, donc supprimer les managers. Ça a été ensuite, ça marche super bien, le travail à distance. À quoi servent d'ailleurs tous les dirigeants se sont dit, mais à quoi ils servent le manager de terrain là? Ils servent plus à rien puisque les gens produisent à distance. Et puis maintenant, on voit bien à quel point on a besoin d'accompagner, de créer du lien, d'être attentif aux autres, parce que notre matière, c'est l'humain. Et à quel point les outils dont disposent les managers et leur mindset, leur état d'esprit général est totalement inadapté en fait, non seulement à la période qu'on traverse, mais j'ai l'impression que c'est un révélateur. Ah oui, tout à fait. Au management, en fait, d'êtres humains. Exactement. Qui sont plus simplement des unités de production individuelles. Unité autonome de production, magnifique. Ouais. Unité autonome. Donc, de fait, on voit à quel point la problématique aujourd'hui, c'est recréer du collectif, de l'affectio societatis, du fait que les gens sont bien ensemble, du fait que les gens ont envie de construire et de se dépasser pour construire ensemble dans un projet commun. Tout ça, on voit bien que la dispersion pose un problème gigantesque. Mais ça veut dire que, alors, pardon, parce que je vais employer des termes que je ne maîtrise pas, hein, donc n'hésite pas à me corriger, mais ça veut dire que les managers du futur, ou ceux qui réfléchissent aujourd'hui à faire du management, doivent absolument s'intéresser, peut-être pas à la psychiatrie, mais en tout cas au fonctionnement intime. Mais bien sûr, le manager est un psy. J'ai écrit ça il y a très longtemps, mais bien sûr que le manager est un psy. Le manager, sa matière, c'est l'humain. Donc, on ne peut pas travailler avec des individus sans s'interroger sur comment ils fonctionnent. Mais oui. Donc, bien sûr que le manager alors, il n'est pas un psychothérapeute, il n'est pas là pour soigner, mais il est là pour comprendre, il est là pour aider, il est là pour créer les conditions. Et donc, sa matière, c'est pas la technique. Il y avait une autre phrase que tu avais prononcée qui m'avait frappé et qui, tout à coup, là, devient sans doute la plus importante vérité du monde du travail de ces 6 derniers mois. Dans la société de la connaissance, discuter, c'est produire. Ah oui. Et tout le monde aujourd'hui nous dit, il manque l'informel, il manque la discussion. Et il manque l'aléa. Il y a quelque chose qui est très intéressant, qu'on ne mesure pas du tout quand on est au travail. C'est qu'on se croise.
Et je vais prendre un café, je tombe sur quelqu'un que je ne m'attendais pas à voir, et je commence à discuter. Ah bah tiens, à propos, et tu sais, je suis en train de bosser sur tel truc, et les 2 phrases qu'il va me dire vont m'amener à avoir des nouvelles idées, à rebondir. Et donc cet aléa du fait qu'on croise ceux qu'on n'a pas, ceux qu'on s'attend pas à croiser, est incroyablement utile. Alors évidemment, la convivialité, évidemment la capacité à se mettre ensemble pour élaborer, puis partager des émotions, rire ensemble. On voit bien que on se marre pas tellement en Teams. Hein. Non, oui. Et puis, comme tu le dis, la discussion légère. La discussion légère. La discussion légère est une production. Exactement. Non, mais attends, ce que t'écrivais de visionnaire, alors je sais, j'avais pas. 2001, t'écrivais N'obéissez plus. Oui. J'ai le prix RH pour ça, oui. Et comme quoi, oui, bien sûr. Un peu plus visionnaire que le prix Goncourt, le prix RH. Bien sûr, l'enjeu de premier plan, on voit bien, est en train de passer d'un modèle verticalisé à un modèle dans lequel toutes les entreprises, leur sujet majeur, c'est jeu collectif, accountability ou responsabilisation des acteurs. Ouais. Bon, tout le monde est autour de ces 2 sujets. Ouais. Et dernier point, prise d'initiative, prise de risque. Voilà. Rapport au risque. Ouais. Donc, oser. Eh bien, ça passe par un modèle dans lequel la question n'est pas la discipline. La question, c'est l'intégration de l'enjeu collectif et l'appropriation à ma manière de la façon de le mettre en œuvre. Et est-ce que tu es d'accord avec cette phrase? C'est la DRH adjointe de Veolia qui avait prononcé cette phrase devant moi. Ça m'intéresse énormément. Le grand truc du premier confinement, c'était la confiance n'exclut pas le contrôle. Et elle disait non, soit on fait confiance, soit on contrôle. C'est tout l'un ou tout l'autre. T'es d'accord avec ça? Non. Je suis pas d'accord avec ça. Ah, moi, ça m'avait frappé. Je suis pas d'accord. Tu fais confiance. Tu peux pas contrôler la confiance, Eric. Mais bien sûr que si. Tu fais confiance, tu prends un risque. Mais faire confiance, c'est prendre un risque. Tout à fait. Non, mais c'est clair. Et après, il faut quand même un minimum de contrôle du risque. Si la confiance sans le contrôle, ça ouvre à l'abus de confiance. Et donc, le contrôle doit être a posteriori. Et le contrôle je dois vérifier. Je dis, prenons l'exemple de Netflix dans lequel ils disent, il n'y a pas de note de frais, vous faites ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation, faites ce que vous voulez. Mais si derrière, je regarde pas ce que font les gens et je leur dis pas, tiens, mais pourquoi tu as fait ça à ce moment-là, on voit bien que ça ouvre à n'importe quoi. Ouais. Il faut que tu suives des indicateurs de dérapage, on va dire ça évidemment, comme ça. Ouais. Évidemment. C'est vrai que tu as raison, il y a l'abus de confiance. Ben oui. Oui. C'est un terme qui existe. Et on est tous en risque. Et on a tous d'ailleurs des exemples dans lesquels on a donné notre confiance. Et on a été abusé. Mais néanmoins, le bon côté de ce qui s'est passé, du télétravail, etc., c'est quand même d'avoir forcé à la confiance, d'une certaine manière. On n'a rien forcé du tout, on a été obligé. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. On a été obligé à la confiance. Mais c'est pas mal pour des gars qui pensaient que jamais ça ne marcherait. Non, parce que c'est là où c'est différent en termes de mécanisme psychologique, la confiance, c'est que je prends le risque. Là, je suis obligé d'être en risque. Et je vérifie a posteriori que ça marche. Donc c'est une confiance que je construis a posteriori. Ça n'est pas une confiance que je donne a priori aux acteurs. Oui, mais qui va me convaincre que ça peut marcher, donc peut-être qu'ensuite je la donnerai plus facilement. Absolument. Ça déclenche ça a déclenché quelque chose de absolument, Dieu merci, je pense, irrémédiable dans la mécanique de la dynamique entre collaborateurs et managers. Alors, donc, si tu es là, Eric, c'est pour parler de tout ça, et c'est diablement intéressant, mais aussi parce que, donc, tu as fondé, j'avais noté ça dans un coin, il y a combien de temps 30 ans. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans, tu as fondé YouSide. Voilà. Ça s'appelait IFAS au départ, mais oui. Voilà, oui, c'est ça. Donc, cabinet de conseil aux managers, aux dirigeants. Voilà, vraiment avec un savoir-faire très, vraiment de cœur qu'est les comportements, et sur lequel on travaille autour de l'efficacité des équipes dirigeantes, alors coaching de COMEX ou coaching de dirigeants, tout ce qui est transformation de l'entreprise par la culture et les mindsets. Comment est-ce que je change l'entreprise, non pas par l'organisation et la technique, mais par les schémas mentaux, le jeu relationnel et les comportements des acteurs.
On a tout un aspect sur les talents, c'est-à-dire comment est-ce qu'on identifie ceux qui ont du vrai potentiel pour demain. Et puis on a au sein de l'entreprise, hein. Oui, au sein de l'entreprise. On a toute l'activité autour de la qualité de vie au travail et des risques psychosociaux. Donc tout ça est autour du comportement. À la fin des fins, parce que quand je parle des talents, par exemple, on sait bien que ce qui va bloquer quelqu'un, toujours, que celui qui va être mis sur une voie de garage, c'est toujours pour des sujets comportementaux. On ne lui dit pas bien, on sait pas quoi en faire, et puis il n'entend pas, il veut pas savoir, il est rigide, il n'a pas de leadership, il est pas fiable, il partage pas les informations avec les autres, voilà. Donc c'est toujours comportemental. Il y a toujours un moment, et quand on grimpe, c'est pas les KPIs classiques en fait, jamais. C'est toujours quand on grimpe, la limite, si on peut regarder les patrons du CAC 40, leur limite à tous, c'est leur propre comportement. Regardez notre président de la République, sa limite, c'est ses comportements. Donc, quel que soit le niveau auquel vous arrivez, vous êtes toujours limité par vos comportements. Donc ça, il faut le dire aux gens très très tôt, qui s'en aperçoivent très vite, et qu'ils se rendent compte qu'il y a un moment entre l'effet que je produis sur les autres et l'effet que je veux produire, je pense produire cet effet, et il y a un gap qui se crée. Et là, il faut absolument commencer à se dire, il y a un problème. Donc, et surtout que comme on monte, il y a de moins en moins de gens qui sont en capacité de se dire qu'il y a un problème. Exactement. Soit je suis écarté, je suis sur la voie de garage, soit personne ne me dit que j'ai un problème. Et donc notre cœur de métier, nous on est vraiment un cabinet qui travaille sur le cœur d'un métier qui est le comportement. Mais alors c'est là où ça m'intéresse parce que donc tu rejoins une aventure entrepreneuriale incroyable. Mathieu Courtecuisse est venu ici à de nombreuses reprises, SIA Partners. Mais donc évidemment développement, etc. Mais je vois IA, outils numériques, outils collaboratifs. Pour tout ce que tu viens de décrire, c'est justement tout ce qui échappe à la data. C'est justement ce qui est le cœur du cœur de ce que fait SIA et de son projet de fond, c'est d'être vraiment le cabinet qui va accompagner des transformations disruptives des entreprises. Et ils sont très pointus en expertise IA, en digitalisation, absolument, en organisation. Ils sont extrêmement pointus, maintenant même en informatique quantique. Ils sont très à la pointe, ils investissent énormément là-dedans. C'est probablement le cabinet le plus pointu là-dessus. Sauf que la transformation, c'est aussi des individus, c'est notre conversation de départ. Mais bien sûr. Et ceux qui bloquent les premiers la transformation, qui y croient pas vraiment, qui disent mais non, mais c'est pas des c'est pas des transformations disruptives qu'il faut faire, c'est les dirigeants eux-mêmes. Et donc, c'est là où on est vraiment très complémentaires. Nous, on fait bouger les gens dans leur tête et dans leur attitude. Ouais. Et eux, ils amènent toute la technologie qui fait bouger l'entreprise sur le fond. Mais ce talent management, il se rentre en équation, il se rentre en data, il se rentre en intelligence artificielle. En tout cas, l'intelligence artificielle va nous amener énormément de support, en plus de notre savoir-faire de clinicien, de compréhension de l'individu. Ouais. Ça va nous amener énormément de choses. Et c'est là où on est extrêmement content de se réunir, c'est que d'abord on a les mêmes valeurs autour des cabinets très experts, très basés sur de la science, sur des choses concrètes, vraiment qui tiennent la route. Et puis l'autre chose qui fait qu'on est très content de se réunir, c'est que on voit bien à quel point on va se cross-fertiliser. Et que ce qu'on fait nous, on recueille déjà énormément de données, mais on n'a pas de data scientists chez YouSide. Eux, ils ont des dizaines de data scientists. Donc on va faire vraiment des choses passionnantes. Tu comprends tout ce que ce projet peut avoir d'un petit peu effrayant quand même, Eric. C'est-à-dire l'ensemble de ton savoir, mais de ton expérience, de l'expérience accumulée autour de l'étude des comportements, des cerveaux humains, etc. Rentrer en équation. C'est toujours quelque chose quand même qui fait frémir. C'est toujours, on a toujours la même réaction par rapport à une avancée technologique importante. Oui, mais là, ça touche à l'intime. C'est à un moment, mais c'est le cœur. C'est l'illusion d'être libre, en fait. L'illusion d'être libre. Et non, ton comportement, il est réplicable. Alors, A donne B, qui donne C, qui donne D. Ça ne veut pas dire pour autant que tu n'es pas libre. Tu vois, ça ne veut pas dire pour autant que tu es totalement prédictible. Ça ne veut pas dire pour autant, et c'est ça qui est aussi très important et intéressant, c'est que plus je sais que je suis prédictible, plus je peux me donner les moyens de ne pas l'être. Tu vois, c'est ça aussi.
Sauf que tu auras rentré, que cette équation-là aussi sera rentrée dans la machine. Donc, et elle ira plus vite que nous. Je pense que encore une fois, nous, notre sujet de fond, c'est for good. Hein. On est dans le business for good. Hein. On s'était vu au tout départ de Bismart. Et tu me disais qu'il y aurait de toute façon un énorme travail à faire. Et ça, je crois que les RH réfléchissent là-dessus depuis 1 an maintenant, qu'on n'en sort pas. Tu as vu cette phrase, hein, le confinement est une addiction. Alors sans doute pour certains. Oui, mais sans doute beaucoup d'entre nous sont passés à l'overdose, effectivement. Mais il va y avoir un énorme travail de reconstitution des équipes. Oui. Parce qu'il y a eu un clivage. Hein. Il y a ceux qui ont souffert comme des bêtes et avec des effets psychiques très très pénibles. Alors d'abord et avant tout les étudiants, mais aussi beaucoup de la population jeune qui a vécu ça de façon extrêmement traumatisante. Il y a tous ceux qui se sont dit, la ville moyenne. Et on voit bien que l'immobilier dans les villes moyennes ont beaucoup monté et qui se sont dit mais c'est formidable, on va aller s'installer à Vesoul, on va avoir une vraie maison avec un vrai jardin, on va avoir une qualité de vie qui n'a rien à voir avec celle qu'on a dans le 18e arrondissement et ça va nous changer la vie et il va falloir faire travailler ces gens-là ensemble. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en train de réinventer complètement à quoi sert d'être ensemble au travail. Puisque ça n'était pas une question. Tout à fait, absolument. Là, maintenant, ça le devient. Donc, on voit bien que être seul par moment, avoir une matinée seule. Moi, depuis très longtemps, j'étais une fois, je l'avais dit dans une émission, j'avais dit, moi, je ne travaille pas. Je ne vais pas au bureau le lundi matin. Parce que ça me permettait d'avoir un temps... De réfléchir. Voilà, je regardais pas mes mails, de réfléchir, de travailler, de produire, avoir des temps comme ça sont extrêmement précieux, surtout dans les espaces qu'on a maintenant au travail, qui sont des espaces partagés. Et quand on est ensemble, comment est-ce qu'on est sûr qu'on crée de l'intelligence collective ? Et on voit bien qu'on est loin, on a énormément à travailler autour de ça. Merci Eric. Avec plaisir. Eric Albert, donc. Évidemment, reste indépendant, tout ça, mais ça, on verra. Ça, c'est des histoires de gouvernance. Ils disent toujours ça quand ils absorbent une start-up, même une vieille start-up de 30 ans. Non, mais bien sûr. Rester indépendant, tout va bien se passer. On va garder nos locaux, on garde notre nom. Non, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Non, ça c'est sûr. Ça va bien se passer. Eric Albert était avec nous sur Bismart. Eric Albert, donc le fondateur de YouSide, notre premier invité. Comment occuper les gamins, les entrepreneurs et pouvoir continuer à travailler, évidemment, hein, c'est le sujet. Les entrepreneurs s'en occupent. Vous allez voir ça. Dans un instant, on va aller à Londres. On va terminer, les amis, on va terminer à Londres avec Virginie Charlesdir qui est avec nous. Bonjour Virginie. Bonjour. J'ai écrit au secours des parents, Virginie, comme sous-titre à notre entretien. Mais d'abord, il faut, parce que et ça fait 48 heures qu'on ne parle que de ça, donc il faut que je vous demande, Virginie, si effectivement il y a une ambiance de libération et de fin de guerre en ce moment à Londres. Ah oui, complètement. Les rues sont pleines de gens qui veulent faire les magasins, retourner au pub et en terrasse des restaurants. Je confirme. Et on le vit vraiment comme une libération ? Vous le vivez comme une libération ? Oui, je pense que tout le monde le vit comme une libération. À Londres, on a été confinés depuis avant Noël, donc ça fait quand même plusieurs mois, avec les enfants à la maison jusqu'à début mars. Oui, une grande libération, alors, on est très contents. Oui, non, mais sauf que c'est mauvais pour votre business, parce que vous êtes le business, donc on voit derrière vous, là, c'est magnifique, la Toucan Box. Et donc, c'est le business du confinement qui existait avant le confinement. Vous allez me raconter, Virginie. Oui, on existait depuis 2013, donc bien avant le confinement. Toucan Box, ce sont des kits ludo-éducatifs, donc ils sont faits pour stimuler la créativité des enfants. On s'inspire de la pédagogie Montessori. Ce sont des boîtes que vous voyez derrière moi qui sont livrées une fois par mois au domicile des enfants. Ça c'est une ancienne boîte, ça. Est-ce qu'on peut résumer le pédagogie Montessori ? Est-ce qu'on peut résumer ça en 40 secondes ?
Oui, pour être simple, en fait, c'est vraiment l'apprentissage par la création. Donc les enfants, on leur donne des activités à faire et puis par eux-mêmes, ils découvrent comment ça marche. Donc c'est un processus qui non seulement les amène à découvrir un peu le monde autour d'eux, mais aussi voilà, à apprendre des choses en faisant soi-même. En fait. C'est ça, et en gagnant en autonomie. Alors, en France, les parents à qui tu parles là sont eux toujours confinés, et puis ils le sont encore sans doute en ce qui concerne les écoles, sans doute au moins pour 15 jours. Et l'idée, c'est l'apprentissage par soi-même, justement. Voilà, c'est ça. Donc, dans chaque boîte, il y a 2 kits créatifs avec tout le matériel nécessaire pour mener à bien les 2 projets. Il y a un magazine et puis il y a une petite surprise. Et donc, les kits sont personnalisés, sont adressés à l'enfant. Et puis, on peut choisir, donc en s'inscrivant sur le site internet, on peut choisir les activités qu'on veut dans chaque boîte. Et est-ce que le confinement a donné un boost à l'ensemble de tes activités ? Alors oui, très clairement, surtout le premier confinement, je dirais, où il y a eu un espèce de sentiment de panique. Ça a profité grandement, je dirais, au secteur des loisirs créatifs en général. Secteur des loisirs créatifs, ça représente à peu près 10% dans la catégorie enfants, 10% du secteur du jouet. Et c'est un secteur qui, depuis les dernières années d'ailleurs, non seulement pour les enfants mais aussi pour les adultes, les loisirs créatifs ont été en croissance. Mais effectivement, pendant le confinement, il y a certaines catégories clés qui ont bénéficié du fait que les enfants soient à la maison. Ce sont les puzzles, les jeux de société et donc les jeux et les matériaux de loisirs créatifs surtout comme Toucan Box. Tu étais déjà adapté, évidemment, complètement digitalisé, tout ça dans la boîte à lettres. Enfin, tout était prêt finalement. Alors oui, pour nous, tout était prêt. Le business model, c'est vraiment du D2C, donc direct to consumer. On vend exclusivement sur notre site internet. Donc, on n'a pas été impacté par la fermeture des magasins. Donc ça a été un point positif. Et puis ce sont des boîtes qui arrivent directement, elles sont faites, elles sont assez fines et elles sont faites pour rentrer dans la boîte aux lettres. Donc pas besoin d'aller à la poste récupérer un colis, ça arrive directement à la maison. Et Virginie, c'est universel ou alors on va rester en Europe, c'est-à-dire tu as la même croissance en Angleterre, en France, d'autres pays européens dans lesquels tu interviens? Oui, alors on est aujourd'hui présent un peu partout en Europe, mais avec 3 marchés principaux, l'Angleterre, la France et l'Allemagne. On est traduit, donc les activités sont traduites en 4 langues. Et oui, c'est vraiment un produit qui se décline aussi bien en France, en français qu'en Allemagne et en Angleterre. Ouais. Les goûts sont assez similaires entre les pays, en tout cas en Europe. On envoie des boîtes dans 27 pays du monde, donc on voit bien que les enfants ont les mêmes envies un peu partout dans le monde. Absolument. L'Europe des enfants existe, voilà. Je trouve ça très, très rassurant. On n'a pas donné les âges, c'est à peu près 3-8 ans, c'est ça 3-8 ans, les âges Bon, mais alors, et dernière question, tu vas recevoir le Queen's Awards, une récompense c'est quoi le Queen's Awards? Une récompense de la reine? Oui, alors c'est encore pas tout à fait officiel parce que c'est la reine qui va l'annoncer, donc il faut pas encore le dire. Ça va, nous on est confidentiel. Vous êtes en avance, vous avez l'exclusivité. Alors oui, c'est une récompense qui est donnée par la reine chaque année dans différentes catégories. En l'occurrence, nous sommes entrés dans la catégorie des exports et donc qui nous récompense pour la croissance à l'export de Toucan Box. Ah, c'est intéressant. Donc voilà, normalement je devrais voir la reine en juin et avoir l'occasion Physiquement, c'est des récompenses qu'elle remet physiquement, tu vas la voir? Oui, c'est ça, ouais. J'ai invité à Buckingham Palace pour recevoir la récompense. Bon, merci pour tout ça, Virginie. Virginie Charles-Esguir, donc
Toucan Box, allez voir ça, je le dis avec un léger accent, voilà. Oui, Toucan Box. Toucan Box sans accent. Allez voir ça et merci beaucoup pour cet entretien. Les amis, c'était Bismart. Demain, Aurélie Planex. Et nous, on va passer avec une petite période de rediffusion là pendant à peu près 15 jours. Et donc, on se retrouve début mai en direct. Bonne soirée à vous. Virginie Charlesdir, donc, était notre invitée, fondatrice de Toucan Box sur Sud Radio. Les amis, on se retrouve lundi. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.